Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme convenu, on se retrouve ce dimanche pour le dernier zap de la semaine. Comme d'hab, on débute direct avec notre Fear and Greed Index côté crypto qui se trouve à 26 dans la peur. Du côté des marchés US, aucun changement vu que les marchés sont fermés. On est dans la peur à 42. N'oubliez pas qu'on se retrouve ce soir à 22h en live sur Twitch. Tiens, je te glisse le lien de la chaîne juste en haut là. Et surtout, n'oubliez pas de laisser votre petit commentaire si vous souhaitez tenter de gagner un NFT de la chaîne. Vous pouvez vous installer confortablement. Votre zap va commencer. À ce soir pour les plus courageux et on se retrouve demain pour un nouveau zap crypto. Le mec qui trouve un bot qui fonctionne, il le garde pour lui. C'est la machine, c'est quoi? C'est la lampe d'Aladin. C'est la lampe d'Aladin. Pourquoi il va partager ça? Encore un trader qui a une technique de trading, de machin, il dit ouais vas-y je vais faire ça, de machin. Mais là c'est un bot automatique qui gère de la thune. Au contraire, ça se trouve il va se dire si ça se partage trop, le bot, il va trader simultanément pour les mêmes personnes et ça va créer des niveaux en fait. Ça va faire des order blocks, des machins, je sais pas quoi, ça va devenir si le truc il fonctionne vraiment et que c'est trop partagé, après ça devient le bot en lui-même devient une whale en fait. Parce qu'il va donner des ordres à, je sais pas, il va être à l'API de 3000 personnes et tout additionné, ça va mettre des achats, des ventes à des millions d'euros, ça va être n'importe quoi et ça va plus vraiment marcher. Donc dans la logique, le mec il se dit ah non, je partage à personne et il aurait raison. Donc voilà mon avis sur les bots. Le problème, c'est qu'en fait, l'utilité à la base de cette Keystone, c'est de pouvoir l'utiliser tous les jours. Sauf qu'au final, c'est très dur de l'utiliser tous les jours si vous n'avez pas accès à toutes les cryptos. C'est-à-dire que s'il n'y a que BTC, Ethereum et tout ce qui est sur MetaMask, au final, vous êtes assez limité. Donc c'est le seul problème pour moi de Keystone. Et puis aussi son prix, elle est à $169. Donc le rapport qualité-prix, il est pas super, je trouve, pour au final quelque chose qui est ergonomique, c'est vrai. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un écran tactile vous me direz si vous avez besoin d'un écran tactile ou pas. Moi perso, je pense que c'est superflu. Mais à voir, hein. Il y en a certains qui aiment bien ça. D'ailleurs, on l'a vu sur la nouvelle Stacks de chez Ledger, où vous pouvez voir qu'il y a un écran tactile, mais elle coûte super cher. Je crois que c'est $289. C'est vraiment pas donné. À voir. Bon, niveau design, voilà, c'est pas terrible. C'est un carré, quoi. C'est un bloc. Donc voilà, quoi. Je sais pas. Sincèrement, si ça vous plaît, si vous êtes uniquement sur BTC Ethereum et que vous utilisez uniquement MetaMask sur la DeFi MetaMask, à la limite ça peut vous servir, ça peut être sympa pour vous. Mis à part ça, c'est un peu cher je trouve. Voilà, après ensuite j'ai testé pendant plusieurs mois et là à la limite ça va. C'est SafePal $50. Je dis déjà de le prix, un tout petit écran ici, un appareil photo juste là, une petite batterie qui tient jamais, ça faut dire la vérité, ça tient pas du tout. Je sais pas quelle batterie au lithium ils ont mis dessus, d'ailleurs c'est pareil pour Keystone. Toutes les batteries elles ont toujours des problèmes, à chaque fois que je les charge, je reviens une semaine après ou 2 semaines après, elles sont déjà déchargées, donc c'est vraiment dommage. Mais sinon pour l'avantage ici sur le SafePal, c'est que vous avez Binance derrière qui ajoute plein de blockchains et tout se fait en fait depuis le smartphone. C'est-à-dire que vous allez avoir, je vais vous montrer si je peux vous montrer sur portable. En gros, vous allez avoir tous les sites disponibles que vous avez sur l'ordi, mais cette fois-ci, vous allez tout passer directement sur l'application SafePal. Bitcoin, c'est une base de données 100% traçable. Tout est vu à travers la blockchain. Si vous voulez blanchir de l'argent avec Bitcoin, vous êtes un abruti. Je suis désolé de le dire, mais je sais que la personne derrière la caméra me regarde avec des grands yeux, mais je le redis. Vous êtes un abruti. Vous allez utiliser une base de données immuable dans le temps, transparente, que tout le monde peut auditer, à vie. Comprenez bien ça. Si vous êtes un criminel et que vous utilisez Bitcoin, à vie, on peut retracer ce que vous avez fait. Rien que dire ça devrait vous convaincre que c'est pas une bonne idée. Alors je vous dis pas de le faire ailleurs, mais j'explique juste la réalité qu'en fait c'est un peu stupide de penser que Bitcoin est pour le blanchiment d'argent parce que c'est un très mauvais outil. Il y a des outils bien plus efficaces que je vous laisse apprendre par vous-même si vous regardez des documentaires sur la mafia sur Arte. Ils vous l'expliquent beaucoup mieux que moi.
C'est l'utilité sociale du Bitcoin. On la cherche encore, l'utilité sociale du Bitcoin. Nous, en tant que législateurs et les régulateurs et les superviseurs aussi, et encore plus ceux qui se sont fait plumer. En fait, c'est marrant. Et c'est un secteur qui raconte des histoires et qui se raconte des histoires. De nombreuses personnes s'interrogent sur l'utilité sociale de Bitcoin. Et c'est vrai. Si nous autres occidentaux demandons à notre beau-frère ou à notre voisin à quoi sert Bitcoin, on se rend compte qu'ils ont bien de la peine à nous répondre. Est-ce que ça sert à spéculer ? Oui, c'est certain. Est-ce que ça sert à payer dans les magasins ? Même si la réponse peut être oui dans certains cas, il reste rare et honnêtement, en Europe, on n'a pas besoin de Bitcoin pour avoir des moyens de paiement. Mais alors, si Bitcoin est une monnaie, mais que l'on n'en a pas besoin, à quoi sert Bitcoin ? Pour le comprendre, il va falloir voyager loin, à la rencontre de ceux qui ont besoin de Bitcoin pour vivre au quotidien. Avec Guillaume et Sébastien, nous sommes partis à l'Africa Bitcoin Conference qui s'est tenue du 5 au 7 décembre 2022 à Accra, au Ghana. Et c'était incroyable. J'ai pu échanger en profondeur avec les deux initiateurs de l'événement, Gloire Vanzavalere et Farida Nabourema. Gloire, que vous connaissez un peu sur cette chaîne, fait partie de la Lucha, un mouvement citoyen non violent et non partisan fondé à Goma, au Congo, en juin 2012. Ils étaient venus réclamer leurs droits. Ils sont devenus les parias d'un régime autoritaire. Menacés, battus, emprisonnés, les militants de la Lucha mènent désormais un combat hautement politique. Les demandes de ce mouvement sont simples et les mesures de rétorsion prises par le pouvoir en place sont inhumaines. Et du coup, j'entre dans le mouvement, on fait la lutte. C'est que on réclame qu'il y ait des routes, qu'il y ait de l'eau potable dans nos maisons, qu'il y ait de l'électricité, que le gouvernement assure au moins sa tâche régalienne. Et tout le temps, quand on tente de le faire, quand on sort sonner juste à l'extérieur, on se retrouve en prison. Ben voilà, on parle de la prison, mais c'est pas la prison telle que beaucoup de gens l'imaginent. On parle de petites cages où il n'y a pas de lumière, dans le sous-sol où il y a des rats, où voilà, si vous avez besoin de pisser, vous pissez juste à côté. Et quand vous dormez la nuit, c'est que vous êtes dans une chambre de 3 mètres carrés en 15 quoi, ou en 10. Et la nuit, c'est galère, c'est de la torture quoi. C'est pas, on est torturé, on n'est pas en prison. Mais alors, quel rapport avec Bitcoin ? La Lucha est un mouvement citoyen décentralisé. Jusqu'à l'utilisation de Bitcoin, certains de ses membres devaient se dévouer pour récolter les fonds du mouvement sur leur compte bancaire personnel, puisque la Lucha n'a pas de possibilité légale d'ouvrir un compte à son nom. C'était un gros risque pour les volontaires. Aujourd'hui, ils se servent de Bitcoin pour gérer leurs fonds, et il devient possible pour eux de recevoir des dons depuis l'étranger, alors que les paiements transfrontaliers avec le Congo sont presque impossibles, sachant que le Congo est sous embargo international. À la base, ces sanctions internationales visent le commerce des armes, mais par extension, sa population en souffre énormément. Lorsque des émigrés envoient de l'argent à leur famille au Congo, ils doivent passer par des services externes comme Western Union, qui prend une commission importante de l'ordre de 20%, tandis qu'avec Bitcoin, les frais sont souvent négatifs. Alors maintenant on passe à quelque chose qui m'a bien fait rire. Vraiment cette histoire elle m'a fait rire, mais rire. Vous imaginez pas à quel point quand j'ai vu ça, ça m'a bien fait rire. Alors récemment on a eu un débat sur France Inter entre Aurore Lalucq et Claire Balva concernant les cryptos, le Bitcoin et ce qui se passait sur FTX. Je pense que vous l'avez vu. Aurore Lalucq avait vraiment dit que le secteur n'était pas propre, qu'il était sale et que SBF était une bonne personne et avait une bonne vision. D'accord ? Donc ça c'est quand même très intéressant de retenir ça, ok ? Oh, FTX, que je vous ai entendu encenser d'ailleurs sur d'autres plateaux. Mais vous aussi, Non, j'ai jamais. sur Alors, Twitter, excusez-moi. Non, je suis désolée. Votre secteur n'est pas propre. Merci de ne pas me salir avec. J'ai juste dit que FTX avait été pour un changement de système de minage. C'est tout, madame. Ensuite, sur la question, Donc, ce qui me fait rire, c'est que même pas une heure après le débat. D'accord ? Même pas une heure après le débat, donc là vous voyez, le 12 décembre 2022 à 9h, ok ? À 9h, le débat il était à 9h30 à peu près, donc là ils l'ont publié, ça met à 9h mais ils l'ont réellement publié vers 10h30 à peu près, ok ? Et bien du coup, dans ce laps de temps-là, le parquet fédéral européen a confirmé que 4 personnes ont été arrêtées pour appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption. Alors parmi les personnes arrêtées, il y a la vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili. Rendez-vous compte, la vice-présidente du Parlement européen. Depuis les dernières avancées de l'armée ukrainienne avec la prise de Kherson par les Ukrainiens mi-novembre, la ligne de front semble se stabiliser le long du fleuve Dniepro.
Aujourd'hui, la mer d'Azov est devenue une mer intérieure à la Russie et la Crimée a rejoint la Russie avec une bande de terre large d'environ 100 km. Sur le plan de la guerre, la stratégie russe est claire. Elle souhaite renvoyer l'Ukraine à l'âge de pierre en détruisant ses infrastructures de production d'énergie. C'est un coup dur pour l'Ukraine qui a un besoin vital d'énergie dans un premier temps pour sauver ses habitants du froid et dans un second temps pour espérer un jour envisager la reconstruction du tissu économique du pays. Mais c'est aussi un coup dur pour l'Union européenne, car l'Ukraine a un besoin immédiat et vital de 2 milliards de mètres cubes de gaz pour passer l'hiver, mais aussi d'électricité au moment où l'Europe envisage des blackouts pour ses propres populations. De ce point de vue, la Russie a plutôt la main haute sur ce conflit, puisque son territoire n'est globalement pas en danger, malgré quelques sueurs froides quant à des missiles de la DCA ukrainienne qui sont tombés en Pologne, ou quelques attaques de drones ukrainiens sur le sol russe. Bien sûr, ces considérations donnent le vertige car le spectre de la guerre nucléaire plane au-dessus de ce conflit. Pourtant, si les dirigeants ukrainiens appellent souvent à une escalade de ce conflit car pour eux, le risque est existentiel, nous pouvons tout de même nous rassurer un peu en espérant que les USA veulent bien prendre le risque de la destruction de l'Ukraine, mais certainement pas de leur propre pays. Après, ne nous mentons pas, la situation n'a pas été aussi tendue depuis la fin de la guerre froide. La Fed, il y a un an, n'oubliez pas qu'on nous disait l'inflation sera à 2% d'ici décembre 2022, les ménages sont en bonne santé financière, attendez-vous à seulement 3 hausses de taux d'intérêt en 2022, quand t'entends ça, t'as envie d'éclater de rire, et la récession est hautement improbable. Et je dis, il faut avouer que ce sont des grands visionnaires. Alors là, je suis pas gentil parce que je me moque d'eux. D'un côté, bon, ils peuvent pas prédire le futur. Mais de leur côté, c'est leur boulot, la banque centrale. Les banques centrales, ils ont 2 jobs. Réguler l'inflation et réguler l'emploi. Ils ont que 2 jobs, d'accord? Donc là, vraiment, ils se sont complètement plantés. Et si on parle de la Banque Centrale Européenne, bon, j'en parlerai même pas parce que je vais juste pleurer de rire et après pleurer tout court. Alors, que nous donne notre dollar index? Alors, le dollar index, vous voyez qu'il nous a fait un magnifique doji en fin de semaine, marteau, doji, appelez-le comme vous voulez, mais la lagging span ne passe pas ses prix, donc ne valide pas de baisse, et ça serait plutôt une bougie de retournement. Donc, j'avais un objectif ici, à la Kijun mensuelle autour des 102. Est-ce que cet objectif est toujours là? On m'a posé la question, j'ai dit que je n'en savais rien parce que, voilà, d'abord c'était avant toutes ces nouvelles de la semaine dernière, donc c'était difficile de se prononcer. Le dollar, là, manifestement, il a fait quand même plus 0,22 vendredi, donc il a l'air de vouloir repartir à la hausse. Il va falloir surveiller cette lagging span. C'est-à-dire que la semaine prochaine, si elle arrive à nous casser cette bougie-là, là, effectivement, on pourra envisager de ce niveau-là. Maintenant, si elle ne passe pas et qu'elle reste bien au-dessus de ces bougies, à ce moment-là, elle pourrait remonter et on redonnera une impulsion haussière du dollar pour retourner chercher les 108, voire la Kijun ici 109. Et si on casse les 109, à ce moment-là, ça veut dire que cette correction est terminée et qu'on repart sur de la hausse de long terme. Donc pour la semaine qui vient, compte tenu du fait qu'il n'y a pas des échéances absolument majeures d'un point de vue macro-éco, on va surveiller le niveau des 103,78. Si on le casse à ce moment-là, ça veut dire que la lagging span passe bien sous ses prix et on irait chercher ça. Sinon, ça serait de la hausse. Niveau BTC, hop, on va zoomer un petit peu. Voilà, la zone verte, pour moi, c'était le point qu'il fallait venir chercher, c'est-à-dire la zone de rechargement de longue, sachant qu'on peut aller un peu en dessous parce que ici on a une liquidité, je vais le voir sur BTC Perp. On a une poche de liquidité qui se trouve juste là, on peut le mettre, puisque celle-là a disparu, bah bougez pas, regardez. Celle-là on est venu la grignoter vendredi, donc hop, on peut se caler là. Maintenant la prochaine est à 16 000, c'est pour ça qu'il y avait une grosse proba qu'on vienne entre les 16 003 on va dire et les 16 000, c'est ces zones de liquidité. Là le souci c'est qu'ici on a créé un espèce de support qu'on a break. Du coup, il devient résistance. Et le problème, c'est que potentiellement, il peut être un peu chiant à passer dans les prochaines semaines. Donc là, en fait, le truc, c'est que je suis passé boule. Et peu importe, il y a plein de gens qui sont passés boule à ce niveau-là. Parce que consolidation longue, on récrasse pas ces 17 000, beau support. Plein d'indicateurs H, Ribon, Death Cross, Golden Cross possible, peut-être, je sais pas, j'ai pas vu de Death Cross, de Golden Cross, il me semble. Mais ici, MAC, bref, c'est vrai qu'on pris des moyens mobiles fortes, etc., qui tenaient. Et là, break vers le bas. Donc c'est ça le truc, c'est que il faut faire attention. Et c'est quoi la leçon? C'est qu'il faut jamais se fier en fait à un indicateur aveuglément à 100% et se dire c'est sûr, cet indicateur il sait ce qu'il dit, il s'est jamais trompé, d'accord? Donc toujours cette précaution de premièrement les investisseurs. Qu'est-ce que vous faites? Vous achetez un peu toutes les semaines, un peu tous les mois, j'en sais rien. Prenez votre capital d'investissement, vous partagez ça en
certaines périodes, pendant 1 an, 2 ans d'investissement, j'en sais rien, vous rentrez dans le truc pour avoir un prix moyen lissé. Et vous n'essayez pas de rentrer sur un bottom, parce que le bottom, vous ne savez pas où il est, pas l'indicateur magique que vous pensez avoir, et pas vous-même non plus. Donc ça, on le range et on achète juste et uniquement par palier de temps. Bien entendu, vous pouvez quand même être un peu plus malin, si vous avez envie d'essayer d'être malin, c'est toujours essayer d'acheter un marché qui corrige et pas qui fait que pumper. Après, si c'est un investissement, quand même, on va aller un peu plus loin que dans la logique, si c'est un investissement extrêmement long terme, disons que vous voulez investir pour, j'en sais rien moi, 30, 40, 50, 60 ans, plus. Donc, c'est-à-dire que là, vous allez donner à vos petits-enfants et pas toucher. En fait, que vous achetez dans un bull market ou dans un bear market, on s'en fout, d'accord. Pourquoi je dis ça? Mais parce que, en fait, soyons honnêtes, par exemple, vous avez acheté en bull market. Imaginons que vous avez acheté en bull market ici de 2016 à 2017. Et vous achetez en plein bull market, presque au top, disons à 5000. Ou disons même à 9000. Ou disons même à 12000. Ou disons même au top. Disons le top, 19000. Mais ça reste par rapport au prix qu'on connaît maintenant et au prix à venir, croisons les doigts, eh bien, un super bon prix d'entrée, vu que vous êtes là pour plusieurs cycles, que vous êtes là pour perpète, d'accord? Donc, que vous êtes là pour, j'en sais rien, là, je dessine des trucs, mais j'essaye de symboliser des bear market, d'accord? On s'en fout, en fait. Vous êtes là pour tellement longtemps que si vous achetez en bull market, c'est pas un problème. Donc, si vous vous dites, moi, je fais du DCA pendant 10 ans, et que ça soit bull market ou bear market, je regarde pas le prix, parce que là, je suis pour 40, 50, 60 ans là, moi. D'accord? Ou c'est pour mes petits-enfants, comme je disais. Donc, c'est à vous de voir votre profil. Un peu fébrile, j'ai allumé mon ordinateur et j'ai ouvert Google et YouTube. Et là, c'était la douche froide, j'ai été déconnecté de YouTube et de mon compte Google. Et bien sûr, le premier réflexe, c'est que j'ai tenté de me reconnecter, mais le hacker a eu le temps de modifier mon mot de passe, mettre en place une clé de sécurité et modifier les moyens de récupération du compte tels que le numéro de téléphone ou l'adresse mail. À savoir que je suis sûr que le hacker a eu accès à l'ensemble de mon PC, car il a pu voler un NFT que j'avais sur un wallet fantôme, et aujourd'hui ce NFT est en vente sur Magic Eden, comme vous pouvez le voir à l'écran. Bref, au final, j'ai passé le restant de la soirée à tenter de récupérer mon compte sans succès, et ce n'est que le mardi soir, après avoir contacté le support YouTube, que j'ai finalement récupéré le contrôle de ma chaîne. Donc, commençons tout de suite. Hop là, on va regarder ton stream. Yes. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, c'est parti. Et en fait, je suis tombé sur cette info hier. En fait, c'est Renault qui se lance dans le Web 3. Donc, comme vous pouvez voir, la marque de voiture française Renault, avec le petit 3, a lancé un mint, en fait, il y a 2 heures, je crois, à peu près. Et du coup, en fait, qu'est-ce qu'on peut minter? On peut minter des NFT de la Renault R5, donc, qui est un modèle mythique de la marque Renault. Et du coup, ça a été lancé en 1972, donc il y a donc 1972 NFT en tout. D'après le site, pourquoi faire un NFT? En fait, c'est histoire de pouvoir donner des avantages aux fans de la marque, comme par exemple se faire inviter à Roland-Garros, aller faire un tour dans une usine de Renault, et ainsi de suite. Le violon, on a bonne histoire, les NFT pour l'utilité, bien évidemment. Exactement, bien évidemment. Et du coup, voilà, donc c'est sur la blockchain Ethereum, comme le dit si bien la petite FAQ. Donc, à voir ce que ça peut donner, à voir si le mythe va fonctionner. En tout cas, leur site est incroyable. Ouais, le site est vraiment super beau. Le site est phénoménal. Vous en pensez quoi, les gars? Ouais, je trouve que le site est vraiment beau, ça donne bien. Ils ont pensé à différents niveaux de mint avec, je crois, un diamant, voilà, électrique turbo. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà. Nice. Popa qui dit qu'il a plus d'infos sur les utilités. Ouais, c'est pas mal du tout. En parlant de métaverse, sachez que vous connaissez, je pense sûrement Abo. Et Abo du coup arrive dans le Web 3, donc ils vont faire Abo X, qui est en gros la suite de Abo, mais version métaverse. Donc incroyable. Il y a aussi des NFT. Donc c'est lancé depuis je crois quelques jours là. L'info date il y a 3-4 jours. Et du coup il y a quelques NFT qui sont vendus entre 0,1 ETH et 1,25 ETH. Je pense que c'est vraiment un projet à surveiller parce que Abo, ça représente une très très grosse commune, donc vraiment projet à surveiller. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.